Nous sommes nombreux à penser que les anciennes civilisations ne disposaient d'aucune machine. Mais est-ce une certitude? Des découvertes récentes remettent cette hypothèse en doute et nous font voir l'histoire sous un autre angle. Certaines d'entre elles nous conduiront peut-être à réécrire des pages entières de nos encyclopédies. Alors que l'Europe traverse l'âge des ténèbres, la Chine impériale atteint son apogée. Nous commençons à peine à découvrir à quel point notre ère industrielle a pu être influencée par les inventions avant-gardistes des érudits de l'Empire du Milieu. Imaginez de véritables chaînes de montage automatiques. Des machines capables de détecter les tremblements de terre ou des puits de forage puisant de l'eau salée dans les nappes aquifères. Imaginez également une gigantesque horloge capable d'indiquer les minutes, l'heure, la date, mais aussi la position des étoiles dans le ciel. Et imaginez enfin des forges au rendement comparable aux usines de métallurgie moderne. Certaines de ces machines sont si complexes que leur fonctionnement est resté longtemps un mystère. En ces temps-là, la Chine était une nation de première importance, bien plus évoluée que l'Europe médiévale. Les Chinois ont mis sur pied des chaînes de montage à grande échelle, érigeant ainsi les fondements de l'industrialisation. Mais comment la Chine a-t-elle pu connaître une telle avancée technologique? Et qui étaient les précurseurs ayant imaginé de telles machines? On a découvert dans d'anciens manuscrits la description détaillée d'un appareil étonnant. Une machine permettant de détecter et de localiser à distance les tremblements de terre, le sismoscope. Il a été imaginé et construit pendant le IIe siècle après Jésus-Christ par Zhang Heng, un des plus grands inventeurs chinois, rivalisant de génie avec d'illustres occidentaux comme Archimède ou Léonard de Vinci. Le plus surprenant est qu'il faudra attendre près de 2000 ans avant qu'il n'y ait d'autres avancées significatives en sismologie. L'observation des tremblements de terre remonte bien plus loin qu'on pourrait le croire. Les Chinois ont été les premiers à étudier ce sujet de très près, bien avant les Occidentaux. De nos jours, les installations modernes, comme le centre sismologique de Beijing, font appel à la technologie numérique pour documenter la plus infime secousse sismique. Mais à l'époque de la Chine antique, le sismoscope revêtait une importance capitale. Les distances entre les villes étaient considérables. Comment être prévenu rapidement qu'une région avait été frappée par un tremblement de terre? Grâce à l'appareil de Zhang Heng. Il s'agissait d'une sphère en bronze massif qui devait mesurer environ 2 mètres de diamètre. Tout le tour de cet appareil imposant était orné de 9 dragons sculptés, regardant vers l'extérieur. Chacun tenait une boule dans sa gueule. Lorsqu'une secousse sismique l'atteignait, l'onde actionnait le mécanisme interne du sismoscope et faisait tomber l'une des boules dans la gueule d'une grenouille, indiquant ainsi la provenance du séisme. Au cœur de cette sphère magnifiquement ornée se cache un mécanisme rivalisant d'ingéniosité avec les machines modernes. Lorsqu'un séisme survenait, même à grande distance, l'onde de choc se répercutait à grande vitesse dans la croûte terrestre et finissait par atteindre le sismoscope. À l'intérieur se trouve une longue tige verticale maintenue en équilibre par un contrepoids. Un système que l'on appelle pendule inversé. Le sismographe fonctionnait grâce à un pendule inversé. En se balançant dans l'une des 9 directions possibles, il finissait par toucher l'une des boules qu'il faisait alors tomber de son support. De cette façon, on pouvait avoir la provenance de l'onde de choc et localiser l'épicentre du séisme. Le pendule inversé est un système ingénieux. Il reste parfaitement immobile jusqu'à ce qu'une onde de choc vienne le mettre en mouvement.
Ce mécanisme est en quelque sorte l'ancêtre des horloges à pendule de nos grands-mères. La seule différence est que le balancier était disposé dans l'autre sens. Le point de pivot se situait vers le bas et le contrepoids vers le haut. Le sismoscope est loin d'être la seule invention avant-gardiste des génies de la Chine impériale. Ils sont aussi à l'origine d'une machine devenue très courante de nos jours. Le puits de forage. Aujourd'hui, il paraît évident que cette civilisation a joué un rôle de pionnier dans l'extraction des énergies fossiles. Le plus étonnant est que la méthode employée il y a 2000 ans est très proche de celle utilisée de nos jours. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a 2 millénaires, les Chinois avaient mis en place des puits de forage de sel. La taille des tours de forage de l'époque était impressionnante, même comparée à celle en activité de nos jours. Elle pouvait mesurer plus de 60 mètres de haut. Le paysage de certaines régions de la Chine avait probablement déjà des allures de Texas. Par chance, un certain nombre d'entre elles ont très bien résisté aux assauts du temps. Elles permettent aux chercheurs d'étudier de près les pièces utilisées lors de la mise en œuvre de ces géants. L'édifice était réalisé en bambou, solidement liés entre eux. Les ouvriers se trouvaient sur une plateforme en bois et faisaient s'abattre la tête de forage en fer grâce à un bras de levier. Le principe de fonctionnement était similaire à celui d'un perforateur moderne. Contrairement aux puits actuels, les éléments de forage ne tournaient pas, mais venaient percuter la roche à traverser. La tige de forage, reliée à un câble fait de fibres de bambou, était ensuite remontée à la force de plusieurs bœufs attelés à une roue. Les inventeurs de ce système sont allés jusqu'à développer des trépans de toutes sortes afin de s'adapter aux différentes caractéristiques géologiques de chaque site de forage. Grâce à ce système, il devenait possible d'aller puiser l'eau dans les strates les plus profondes, où elle était le plus saturée en sel. Après extraction, l'eau provenant de l'aquifère était acheminée via un réseau de conduite vers un autre site où elle était bouillie. Le sel était ainsi récolté et revendu à prix d'or. Mais c'est avec la dynastie Song, au tournant du premier millénaire, que la pré-industrialisation a atteint son zénith en Chine. Des machines colossales sont inventées, à des échelles qui resteront inégalées en Occident pendant plus de 1000 ans. Les méthodes de production imaginées par les Chinois sont très proches de celles encore appliquées de nos jours. C'est également à cette période que les premiers systèmes de production à la chaîne sont mis en place, ouvrant la voie des siècles plus tard à la révolution industrielle. Le règne des Song a duré de l'an 960 à 1279 après Jésus-Christ. La dynastie a d'abord gouverné le nord de la Chine jusqu'en 1127, puis le sud. Elle a vu naître un véritable essor économique, artistique et intellectuel. Durant cette période, plusieurs inventions majeures ont vu le jour. La fabrication du papier, l'imprimerie, la boussole ou la poudre à canon sous sa première forme. Autant d'innovations qui ont conquis le monde et changé sa face à tout jamais. Mais l'une des inventions nées au cours de l'Empire Song et qui laissera le plus son empreinte dans l'histoire est le simple mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois, la poudre noire. Elle va non seulement révolutionner l'armement et la guerre, mais aussi conduire à l'invention des moteurs fusées, une étape essentielle à la conquête de l'espace par l'homme. Mais cette période est également marquée par des innovations en matière de production, en particulier dans celle du fer.
Dans la province de Shantung, une découverte récente nous a permis de dévoiler l'importance de la production métallurgique de la Chine antique. Il s'agit des ruines d'une forge datant de la dynastie Song. Le plus étonnant, c'est que cette forge aurait été en mesure d'avoir un rendement considérable, inégalé jusqu'à l'ère industrielle, ce qui sous-entend une grande maîtrise des propriétés des métaux. Afin de produire à une telle échelle, les ouvriers devaient constamment maintenir un important volume de fer à l'état liquide et à très haute température afin qu'il puisse être versé dans les moules, comme c'est encore le cas aujourd'hui. L'une des façons de maintenir la température d'un haut fourneau est d'y insuffler de l'air, comme on le fait en soufflant sur les braises d'un barbecue. De nos jours, les sites de production emploient des pompes à air électriques. Mais comment les ouvriers de la Chine antique parvenaient-ils à ventiler suffisamment leurs forges pour les alimenter? La réponse, les archéologues l'ont découverte par hasard en mettant à jour ce qui semble être un soufflet automatisé. Cette machine était mise en œuvre par une source d'énergie déjà éprouvée, l'eau. Tout porte à croire que le feu était alimenté sans que l'homme n'ait eu à intervenir, de façon totalement autonome. Pour arriver à maintenir la température de fusion de l'air, il faut un flux régulier et important d'air. Il n'est pas nécessaire de l'insuffler à haute pression, mais il faut un débit constant. Les Chinois se seraient tout simplement basés sur le principe du moulin à eau, en y reliant un système qui activait un soufflet et produisait ainsi un flux d'air régulier. Le docteur Geraint Owen, conférencier à l'université de Bath, en Angleterre, est expert en mécanique et en ingénierie. Pour activer un soufflet à partir d'un moulin à eau, on peut utiliser un mécanisme comme celui-ci, muni d'un axe central et d'un point de pivot décentré, s'articulant avec une bielle. Le moulin à eau fait tourner le vilebrequin sur lui-même et entraîne, grâce au point de pivot excentré de la bielle, un mouvement linéaire qui va appliquer au soufflet une translation en va-et-vient continu. Ce mécanisme, très proche du piston, fonctionne à l'inverse d'un moteur à explosion ou à vapeur. Dans ce cas, la roue du moulin fait tourner le vilebrequin, alors que dans un moteur à vapeur, c'est le vilebrequin qui fait tourner la roue. Grâce à leur compréhension des principes fondamentaux de la mécanique, les Chinois antiques étaient en mesure de maintenir la température de fusion du fer. Mais ce système est loin d'être le seul mécanisme révolutionnaire mis au point avec des siècles d'avance. La dynastie Song a également vu naître les premières productions de masse et des machines particulièrement sophistiquées qui poseront les jalons de la mécanique moderne. L'une d'entre elles est l'ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui l'odomètre. Un odomètre est un appareil permettant de mesurer les distances parcourues, comme le totaliseur kilométrique que l'on trouve sur le tableau de bord des voitures. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette machine repose sur un principe proche de la boîte de vitesse. Cet objet étonnant accompagnait les troupes en marche. Tous les 500 mètres, les deux figurines placées de chaque côté abattaient leur bâton et faisaient retentir le tambour. Il s'agit ici d'une reproduction à échelle réduite de cette invention. Si l'on en croit les textes anciens, ce chariot était en réalité beaucoup plus grand. Ceci n'en est qu'un modèle réduit. À l'intérieur, on découvre un engrenage entraîné par la roue du chariot. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'un mécanisme capable de ralentir la vitesse de rotation de la dernière roue crantée par rapport à celle de la roue du chariot, de façon à ce qu'elle fasse une révolution tous les 500 mètres parcourus. Selon les chercheurs, cette machine était utilisée par la garde impériale lors d'opérations militaires pour calculer la distance des camps ennemis et mesurer la progression des troupes. Lorsque la roue tourne,
Elle entraîne un train d'engrenage. La roue menante est solidaire d'un petit pignon qui entraîne la rotation d'une roue crantée plus grande. Cette dernière est surmontée d'un axe muni d'un loquet qui vient en contact avec une tige reliée à une ficelle. En entraînant cette tige, le bras des figurines est armé puis relâché pour percuter le tambour. Ce système n'est autre que le précurseur de la boîte de vitesse, comme nous le démontre Geraint Owen sur une transmission de moto. L'élément clé de ce chariot était le train d'engrenage dont il était équipé. Voilà comment ça fonctionne sur une boîte de vitesse de moto. Ici, c'est le pignon de sortie. Vous voyez que le nombre de tours qu'il effectue est différent de celui que j'applique au pignon relié au vilebrequin. La boîte de vitesse sert à réduire la vitesse de rotation du moteur avant de la transmettre aux roues motrices. C'est le même principe avec cette inversion, si ce n'est que le rapport de vitesse était encore plus important, puisque le pignon de sortie ne faisait qu'un tour tous les 500 mètres. Ce type de matériel prouve que la Chine avait déjà, à l'aube de son ère impériale, compris les principes mécaniques qui ont donné naissance plus tard à l'automobile. Mais il y a également des indices portant à croire que la dynastie Song a vu naître la production industrielle de masse. Une découverte en particulier nous conduit à réécrire une page cruciale de l'histoire industrielle. Nous savons désormais que la Chine antique disposait de véritables usines, au rendement bien plus important qu'on ne le croirait. C'est durant le règne de la dynastie Song que la Chine antique a connu son plus grand essor intellectuel et artistique. En 300 ans, cette civilisation a vu naître quelques-unes des inventions les plus cruciales. Certaines ont révolutionné la guerre et conduit à envoyer l'homme dans l'espace. D'autres ont permis l'exploration des mers ou ouvert la voie à la mécanique moderne. Nous commençons à peine à réaliser que ces inventions sont extrêmement proches de certaines machines que nous utilisons au quotidien. Ce qui nous conduit à nous demander si nous ne les avons pas tout simplement réinventées. Au XIe siècle, alors que la Chine impériale est à son apogée, les métropoles se développent, devenant des pôles commerciaux et industriels. Les usines de ces villes, peuplées de centaines de milliers d'habitants, ont dû améliorer leur rendement pour répondre à la demande croissante. L'une de ces machines industrielles a été récemment découverte par les archéologues. Il s'agit d'une machine hydraulique activant une série de marteaux à bascule destinés à moudre le grain. D'autres exemplaires, comme celui-ci, sont encore en activité dans la province de Jingdezhen, ce qui prouve leur efficacité et leur fiabilité. Le marteau à bascule est un bon exemple d'outil hydraulique. Vous avez plusieurs marteaux reliés à un arbre à cames. L'arbre à cames est entraîné par un moulin à eau et fait se dresser les marteaux avant de les laisser s'abattre. Ce système est incroyablement avancé pour son temps. Il permet, grâce à l'énergie produite par un simple cours d'eau, de moudre une grande quantité de grains simultanément. D'un avant-gardisme saisissant, il consiste en une association des quelques-unes des plus grandes lois de la physique, l'énergie cinétique et de gravité. La roue est reliée à un axe transverse, dans lequel sont insérées des planches de bois qui contrôlent chacune un marteau à bascule. La roue fait pivoter l'axe. Une pression est alors exercée sur les leviers des marteaux, les faisant se lever. Une fois qu'ils ont atteint un angle de 60 degrés d'inclinaison, les marteaux sont libérés et retombent lourdement sur le matériau à moudre. Chaque marteau exerce une pression de 45 kg. Cela signifie qu'avec 8 marteaux, ce sont 360 kg de pression qui s'abattent à chaque tour. D'après certains écrits, ces machines ne servaient pas seulement à moudre le grain, mais aussi à façonner des pièces de métal, comme nous le faisons aujourd'hui.
L'économie de main-d'œuvre est énorme. Au lieu de devoir employer 5 ou 6 maréchaux ferrants utilisant chacun une masse de 5 kg, vous pouviez mettre en œuvre un marteau de 50, voire même 100 kg s'abattant d'une hauteur plus importante, ce qui permettait de façonner des pièces plus grandes. 1 ou 2 ouvriers suffisaient pour superviser le fonctionnement d'une machine de ce genre. Aujourd'hui, on peut trouver de nombreuses roues de moulins à eau à travers les provinces chinoises, nous dévoilant ce que pouvait être le paysage de la Chine impériale. Mais une autre technique est bientôt inventée pour moudre le grain, la meule. Le grain est écrasé par une lourde pierre en rotation. C'est une technique déjà éprouvée, mais qui va être largement améliorée par les Chinois antiques. Pour la première fois, plusieurs meules sont mises en œuvre. Là encore, c'est grâce à l'énergie hydraulique que le mécanisme est mis en branle. Mais cette fois, elle va permettre, grâce à une succession d'engrenages et d'arbres de transmission, la rotation de 9 meules de 2 tonnes chacune. Il s'agit encore une fois d'une prouesse technique. Son inventeur a conçu un système transférant l'énergie hydraulique via un engrenage perpendiculaire. Vous avez une grande roue reliée à un arbre de transmission sur lequel sont fixées plusieurs roues crantées qui vont transférer l'énergie. Elles sont en contact avec d'autres roues crantées placées à 90 degrés autour des meules qui entraînent un mouvement contra-rotatif et permettent la mise en mouvement de plusieurs rangées de meules. C'est un système ingénieux au rendement quasi industriel. Là encore, la technologie employée dans la mise en œuvre de cette machine ne sera pas exploitée en Occident avant des siècles. Ces hommes étaient, pour ainsi dire, les précurseurs de la révolution industrielle. Ces machines avaient un rendement comparable à celui de nos usines modernes. Les inventeurs de la Chine impériale maîtrisaient parfaitement les systèmes d'engrenage. Et il existe une autre preuve de leur connaissance des principes de la mécanique. De magnifiques anneaux de jade ont été découverts dans des tombeaux datant de l'an 400 avant Jésus-Christ. Leurs gravures ont longtemps intrigué les chercheurs. Après avoir étudié de près leurs dessins, les archéologues ont estimé que la seule façon d'arriver à une telle précision était d'utiliser un outil complexe. En l'occurrence, il s'agissait d'un appareil synchronisant un mouvement linéaire avec une rotation. Cela signifie que pendant qu'un plateau faisait tourner l'anneau à graver, un ciseau monté sur un axe gravait un motif impossible à réaliser à main levée. Richard Windley, qui voue une véritable passion aux inventions de la Chine antique, a recréé un exemplaire d'un de ces outils de haute précision. Afin de produire ce type de courbe, il fallait une machine capable à la fois de faire tourner le support et de faire avancer le ciseau de façon linéaire. C'est ce que nous appelons un outil combiné. J'en ai réalisé un modèle réduit pour démontrer son principe de fonctionnement. Il s'agit d'un plateau pivotant sur lequel on place l'anneau à graver. Il est surmonté d'un axe linéaire qui le traverse. C'est sur cet axe que j'ai fixé la pointe qui va dessiner les spirales. En le déplaçant d'avant en arrière, je fais tourner le plateau. La pointe, qui est en appui contre le support, dessine alors une figure géométrique qu'on appelle spirale d'Archimède. Ceci n'est possible qu'en ayant synchronisé de façon très précise le mouvement de rotation et la translation verticale du bras. En appliquant le mouvement de va-et-vient, l'axe sur lequel est fixée la pointe entraîne la rotation d'une poulie placée sous le plateau grâce à une ficelle dissimulée dans le châssis de l'appareil. Les deux mouvements sont donc parfaitement synchronisés. Après plusieurs passages, on obtient une spirale parfaite sur le support à graver. Je vais maintenant enduire la pointe de bambou d'un peu d'encre. Le nombre de sillons varie en fonction des anneaux. Dans mon cas, il y en a 8. Je vais donc répéter l'opération 8 fois et je devrais obtenir une spirale parfaite. Nous savons maintenant que ce type d'appareil a été utilisé pour graver le jade grâce à une pointe ornée d'un diamant.
Pendant des milliers d'années, les innovations technologiques de la Chine impériale se sont transmises à l'Occident via l'Asie centrale et le Proche-Orient par la route de la soie. Mais il existe une découverte archéologique majeure qui laisse entrevoir l'impressionnante productivité de l'Empire du Milieu. Quelque chose qui a été mis au jour il y a une trentaine d'années seulement est classé 8e merveille du monde par l'UNESCO. Bien des chefs-d'œuvre de notre histoire n'ont pas survécu aux assauts du temps. Mais par chance, nous découvrons encore des pièces intactes, démontrant de façon irréfutable le haut degré de technicité atteint par des anciennes civilisations. L'extraordinaire armée de terre cuite du premier empereur en est un exemple flagrant. Située en plein cœur de la Chine, à 1200 km à l'ouest de Shanghai, elle reposait dans un tumulus gigantesque depuis 2 millénaires. La découverte de ce tumulus et l'excavation de cette armée est l'un des plus grands événements archéologiques de l'histoire, au moins aussi important que celle des pyramides de Gizeh. Il y a beaucoup d'autres tombeaux en Chine, mais aucun n'est aussi vaste. Cette armée composée de 8000 hommes, d'une qualité de réalisation exceptionnelle, sert de garde rapprochée à la dépouille de l'empereur Qin Shi Huangdi. Le plus étonnant est que tous ces soldats sont munis de véritables armes de bronze, plus de 10 000 en tout, encore parfaitement fonctionnelles. Il s'agit manifestement des mêmes armes que celles utilisées sur les champs de bataille à l'époque. Plus de 2000 ans plus tard, ces armes gardaient toute leur efficacité. Mais ce qui intrigue davantage les chercheurs, c'est que tous ces guerriers, ainsi que les armures et les armes qu'ils portent, ont été produits dans les forges de la Chine impériale de façon industrielle. Comment les ouvriers de l'époque ont-ils pu produire ne serait-ce que 8000 soldats dans les moindres détails? Et quelle technologie a été utilisée pour créer des armures et des armes aussi complexes? Chaque soldat a été sculpté, peint et verni séparément, grâce à des techniques de production qui ne seront exploitées en Europe qu'à partir du XVIIIe siècle. La superficie occupée par ce mausolée, 56 km², laisse songeur. Aujourd'hui, plus de 30 ans après sa découverte, on sait qu'il renferme encore bien des trésors. L'une des découvertes les plus étonnantes faites dans ce tumulus est une série de chars. Ces véhicules grandeur nature devaient accompagner l'empereur dans son voyage vers l'au-delà. En y regardant de plus près, on ne peut que constater le souci du détail et l'immense soin apporté à la réalisation de ces reproductions. Cet ouvrage a posé les jalons des nouveaux standards de la production métallurgique. Les chars de bronze représentent à eux seuls le plus grand chef-d'œuvre de toute l'histoire de la métallurgie chinoise antique. Ces deux œuvres sont composées de plus de 3000 pièces. Chacune a été forgée individuellement et assemblée par la suite. Ces deux chariots sont faits de 3642 pièces de différents métaux, comme l'or, l'argent ou le bronze. Mais le plus étonnant est que chaque pièce a été forgée individuellement. Cela revenait à façonner à la main, un à un, chaque élément d'un puzzle de plus de 3500 pièces, sans pouvoir s'assurer que l'une s'assemblerait avec l'autre avant que le projet ne soit totalement achevé. Mais au final, le résultat s'avère parfait. L'assemblage a été réalisé grâce à la soudure. Cette technique consiste à joindre deux pièces de métal en appliquant un autre métal en fusion. De nos jours, c'est une pratique plus que courante. Mais à l'époque, comment était-ce possible? La soudure de certains matériaux demande des techniques très particulières et du matériel de pointe.
Le fait que les Chinois antiques aient pu souder des plaques de bronze ensemble démontre leur maîtrise des propriétés des métaux et leur avancée technologique considérable en matière de production de chaleur. Le damasquinage était également employé. Ce procédé consiste à emboîter deux pièces de métal l'une dans l'autre. Encore une technique que les métallurgistes de la Chine antique maîtrisaient. Les Occidentaux mettront des siècles avant d'employer ces procédés. Ces chariots de bronze font preuve d'un niveau de connaissance technique sans précédent, qui ne sera jamais égalé par les dynasties suivantes. À ce jour, ces chariots demeurent les pièces de bronze les plus importantes jamais découvertes dans toute l'histoire de l'archéologie. Et pourtant, au sein de ce tumulus, vieux de 22 siècles, il existe des œuvres bien plus impressionnantes sur le plan technique. Chaque soldat de la garde impériale était armé. Les archéologues en charge de ce site ont mis au jour tout un arsenal incluant des fers de lance, des carreaux d'arbalète, des mécanismes de détente, des lames de hallebarde de 3 mètres et des épées de 90 cm, toujours tranchantes comme des rasoirs. Ce nombre incroyable d'armes traduit à lui seul la taille des usines qui les produisaient, ainsi que l'efficacité de leur rendement comparable à celui d'un centre de production moderne. Chaque arme a été minutieusement fondue dans des moules, puis ornée, sculptée, aiguisée et polie. Mais derrière ces armes se cache un incroyable secret de fabrication. Comment des lames vieilles de plus de 2 millénaires peuvent-elles avoir gardé leur éclat? Comment ont-elles pu conserver leur solidité et leur tranchant après tout ce temps passé sous terre? Grâce à des moyens d'analyse à la pointe du progrès, les archéologues pensent avoir découvert la réponse. Les lames sont recouvertes d'une fine particule grise foncée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'agirait d'oxyde de chrome, un métal faisant barrière à la corrosion que l'Occident ne découvrira que bien plus tard. Il s'agissait d'une couche d'oxyde de chrome. Ça signifie que pendant la dynastie des Qin, on avait déjà compris comment l'utiliser. En Occident, on a commencé à exploiter le chrome qu'en 1930, en Allemagne, et en 1950 aux États-Unis. La Chine impériale avait près de 2000 ans d'avance. Les fouilles du tumulus du premier empereur de Chine sont loin d'être achevées. Quelle autre surprise nous attend? Quelle autre innovation technique reste à découvrir? Si les armes sont des pièces déjà impressionnantes, les soldats de l'armée de terre cuite ne le sont pas moins, et leur conception demeure mystérieuse. Comment a-t-on pu produire une telle quantité de figurines plus grandes que nature, réalisées avec un tel souci du détail le plus infime? Il s'agit en tout cas de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. La fabrication des soldats de terre cuite démontre que la Chine antique était une société semi-industrielle. On estime qu'il a fallu réunir 700 000 ouvriers et consacrer 10 années de travail, peut-être même plus, uniquement pour la réalisation de l'armée. Mais cette armée de terre cuite n'est que la partie visible de l'iceberg. Si l'on en croit les textes anciens, le tombeau de l'empereur lui-même serait la réplique d'un temple au plafond constellé de pierres précieuses, s'il a résisté au pillage. La ville de Lingtong, non loin du site archéologique, a été choisie pour abriter la réplique réalisée à l'ancienne de cette armée fictive. C'est une tâche difficile à réaliser, même aujourd'hui. Alors imaginez ce que ça devait être il y a 2000 ans. La fabrication d'un seul de ces soldats devait prendre une vingtaine de jours environ. Le corps de chaque soldat est fait d'argile sur laquelle sont ensuite sculptés tous les détails avec une grande minutie, comme les armures ou les expressions faciales, toujours différentes.
Ces travaux de reconstitution ont apporté une conclusion effarante. Il a fallu près de 150 kilos d'argile pour façonner chaque soldat. Au total, pour obtenir les 8000 guerriers de cette armée, il aura donc fallu près de 1200 tonnes de matériaux. Aucun four n'a été découvert jusqu'à ce jour près du site. La cuisson de l'argile reste donc une énigme. Certains chercheurs avancent que chaque statue était enduite d'une couche de boue, grâce à un four à céramique délivrant une chaleur pouvant atteindre les 1000 degrés. Il a certainement fallu de très grands fours pour arriver à une telle capacité de production. Hélas, nous n'en avons découvert aucun. Une fois que la température a atteint son maximum, l'enduit commence à se craqueler et à laisser l'air chaud s'introduire pour cuire l'argile. Une fois la couche de boue retirée, le résultat est saisissant et démontre encore une fois le haut degré de technicité atteint dans de multiples domaines il y a plus de 2 millénaires par la Chine impériale. Qui sait quelle autre surprise attendent les archéologues au cœur de ce tombeau? La dynastie des Song a vu naître bien des inventions et des avancées technologiques. Mais il est une machine dont la découverte a laissé toute la communauté scientifique stupéfaite. Une machine qui allait pérenniser l'image d'avant-gardisme de la Chine antique. Il s'agit d'une simple tour contenant un mécanisme très en avance sur son temps. Cette tour est en fait une horloge. Cette horloge, d'une technologie extrêmement avancée, incarne à elle seule l'avancée technologique et la maîtrise des sciences des érudits de la Chine impériale. Il s'agit d'une véritable démonstration de force restée très longtemps inégalée. Tout comme les grandes inventions grecques ou romaines, elle a été conçue par un génie à l'esprit particulièrement novateur. Ce maître de la mécanique de haute précision et ingénieur pluridisciplinaire se nomme Su Song. Son chef-d'œuvre était d'une telle complexité que personne n'a pu en percer le mystère pendant des siècles. Il s'agissait d'une horloge entraînée par l'eau et contrôlant, entre autres, un globe astral d'une technologie si évoluée que peu de scientifiques occidentaux modernes admettent qu'elle ait pu exister il y a aussi longtemps. L'horloge à eau de Su Song a été conçue en 1092 après Jésus-Christ. Elle est considérée comme l'une des plus grandes inventions de la Chine antique. Le mécanisme complexe mis au point par Su Song était capable non seulement d'indiquer l'heure et les minutes, mais aussi les semaines, les mois et les saisons. Les Chinois de l'Antiquité avaient déjà compris que le calendrier reflétait les révolutions de la Terre autour du Soleil. Mais ce qui donne à cette machine sa dimension extraordinaire, c'est qu'elle pouvait également indiquer la position des planètes dans le ciel. Les Chinois de l'Antiquité étaient persuadés que la position des planètes influait sur le destin de leur nation et de ses dirigeants. Cet édifice, construit au XIIIe siècle et situé dans la province de Henan, à 500 km au sud de Beijing, est le plus ancien observatoire chinois. On peut encore observer la course du Soleil le long de ce canal central. Après l'unification de la Chine, sous la dynastie des Yuan, l'empereur a voulu améliorer l'agriculture. Il voulait réformer les calendriers pour que tous les agriculteurs puissent savoir à quel moment récolter le maïs. Tous les jours, il notait la hauteur du soleil et le tracé de sa course. Ensuite, en se basant sur ces données, il a produit un nouveau calendrier. Il avait calculé que le Soleil faisait le tour complet de la Terre en 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 12 secondes. 2 siècles avant la construction de cet observatoire, Su Song se lançait dans la conception de son horloge astronomique. Au-delà d'indiquer le temps avec une précision déroutante,
cette machine a démontré l'avancée technologique et la suprématie scientifique de la Chine impériale. La tâche était monumentale. Comment Sou-Song a-t-il pu la réaliser? L'horloge à eau est une tour d'une hauteur de 12 mètres, dissimulant un mécanisme complexe divisé en 4 systèmes composés de plus de 400 pièces. C'est un véritable chef-d'œuvre de mécanique et d'architecture, une véritable prouesse technique pour l'époque. Nous connaissons maintenant les secrets de cette horloge. Sou-Song en a détaillé toute la construction dans son ouvrage sur l'élaboration des sphères armillaires et des globes célestes. Un ouvrage écrit il y a 900 ans. Cet ouvrage est très précieux à nos yeux. Il comporte les schémas originaux, ce qui permet aux chercheurs de comprendre le fonctionnement de la machine. Il contient au total 47 illustrations, montrant toutes les pièces et leur assemblage. Grâce à ces plans, le Musée des sciences et de la technologie de Beijing a élaboré une reproduction fidèle de l'édifice. Il s'agissait d'une tour de la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Sur la façade était collée une pagode à 5 niveaux. À chaque étage se trouvait une porte devant laquelle pouvaient passer des figurines frappant des cloches ou des gongs et portant des écriteaux indiquant les heures et les minutes. Mais comment ce mécanisme fonctionnait-il? Quelles étaient les innovations technologiques et scientifiques cachées dans les entrailles de cette machine? À l'intérieur de la tour, une sphère armillaire tournait de façon synchronisée avec un globe placé juste au-dessus. Cela signifie que les astronomes de l'époque pouvaient comparer les références de ces deux supports et ainsi enregistrer de très nombreuses données. Les indicateurs d'heures et de minutes étaient contrôlés par un mécanisme lui aussi synchronisé avec la rotation de la sphère. Au cœur de ce mécanisme se trouve un des tout premiers systèmes d'échappement qui deviendra essentiel à tout mécanisme d'horloge. Afin de s'assurer de la régularité du mouvement, la source d'énergie doit être délivrée de façon précisément régulée. Le rôle de l'échappement est de doser l'énergie. Sou-Song a su le maîtriser de façon stupéfiante. Il a installé au cœur de sa machine une roue crantée reliée à un frein qui ne laissait la roue tourner qu'à une vitesse bien spécifique. Il stoppait la rotation, puis la laissait reprendre à intervalles très réguliers. C'est cette invention qui a permis celle des montres modernes, des siècles plus tard. En fait, c'est l'échappement qui produit le tic-tac caractéristique de n'importe quelle horloge, montre ou réveil. La source d'énergie exploitée pour faire fonctionner le mécanisme est elle aussi ingénieuse. Une roue à aube recueillait l'eau d'une rivière et faisait tourner l'axe principal. Cette machine trôna au sommet du palais de la dynastie des Song au XIe siècle. Elle est considérée par de nombreux spécialistes comme le plus grand chef-d'œuvre mécanique de tout le Moyen-Âge. La dynastie des Song nous a transmis un héritage scientifique, technologique et industriel qui a changé à jamais la face du monde. La Chine impériale utilisait des machines extrêmement complexes qui ne seront inventées que bien plus tard par les Occidentaux. Au regard des textes et des découvertes archéologiques, nous ne pouvons qu'admettre qu'une grande partie des inventions et découvertes qui ont influencé notre mode de vie nous viennent tout droit de la Chine impériale. Devrons-nous réécrire les livres d'histoire? Serons-nous conduits à revoir tout ce que nous pensions savoir?
C'est en fait ni plus ni moins d'un mécanisme capable de ralentir la vitesse de rotation de la dernière roue crantée par rapport à celle de la roue du chariot, de façon à ce qu'elle fasse une révolution tous les 500 mètres parcourus. Selon les chercheurs, cette machine était utilisée par la garde impériale lors d'opérations militaires pour calculer la distance des camps ennemis et mesurer la progression des troupes. Lorsque la roue tourne, elle entraîne un train d'engrenage. La roue menante est solidaire d'un petit pignon qui entraîne la rotation d'une roue crantée plus grande. Cette dernière est surmontée d'un axe muni d'un loquet qui vient en contact avec une tige reliée à une ficelle. En entraînant cette tige, le bras des figurines est armé puis relâché pour percuter le tambour. Ce système n'est autre que le précurseur de la boîte de vitesse, comme nous le démontre Geraint Owen sur une transmission de moto. L'élément clé de ce chariot était le train d'engrenage dont il était équipé. Voilà comment ça fonctionne sur une boîte de vitesse de moto. Ici, c'est le pignon de sortie. Vous voyez que le nombre de tours qu'il effectue est différent de celui que j'applique au pignon relié au vilebrequin. La boîte de vitesse sert à réduire la vitesse de rotation du moteur avant de la transmettre aux roues motrices. C'est le même principe avec cette inversion, si ce n'est que le rapport de vitesse était encore plus important, puisque le pignon de sortie ne faisait qu'un tour tous les 500 mètres. Ce type de matériel prouve que la Chine avait déjà, à l'aube de son ère impériale, compris les principes mécaniques qui ont donné naissance plus tard à l'automobile. Mais il y a également des indices portant à croire que la dynastie Song a vu naître la production industrielle de masse. Une découverte en particulier nous conduit à réécrire une page cruciale de l'histoire industrielle. Nous savons désormais que la Chine antique disposait de véritables usines, au rendement bien plus important qu'on ne le croirait. C'est durant le règne de la dynastie Song que la Chine antique a connu son plus grand essor intellectuel et artistique. En 300 ans, cette civilisation a vu naître quelques-unes des inventions les plus cruciales. Certaines ont révolutionné la guerre et conduit à envoyer l'homme dans l'espace. D'autres ont permis l'exploration des mers ou ouvert la voie à la mécanique moderne. Nous commençons à peine à réaliser que ces inventions sont extrêmement proches de certaines machines que nous utilisons au quotidien. Ce qui nous conduit à nous demander si nous ne les avons pas tout simplement réinventées. Au XIe siècle, alors que la Chine impériale est à son apogée, les métropoles se développent, devenant des pôles commerciaux et industriels. Les usines de ces villes, peuplées de centaines de milliers d'habitants, ont dû améliorer leur rendement pour répondre à la demande croissante. L'une de ces machines industrielles a été récemment découverte par les archéologues. Il s'agit d'une machine hydraulique activant une série de marteaux à bascule destinés à moudre le grain. D'autres exemplaires, comme celui-ci, sont encore en activité dans la province de Jingdezhen, ce qui prouve leur efficacité et leur fiabilité. Le marteau à bascule est un bon exemple d'outil hydraulique. Vous avez plusieurs marteaux reliés à un arbre à cames. L'arbre à cames est entraîné par un moulin à eau et fait se dresser les marteaux avant de les laisser s'abattre. Ce système est incroyablement avancé pour son temps. Il permet, grâce à l'énergie produite par un simple cours d'eau, de moudre une grande quantité de grains simultanément. D'un avant-gardisme saisissant, il consiste en une association des quelques-unes des plus grandes lois de la physique, l'énergie cinétique et de gravité. La roue est reliée à un axe transverse, dans lequel sont insérées des planches de bois qui contrôlent chacune un marteau à bascule. La roue fait pivoter l'axe. Une pression est alors exercée sur les leviers des marteaux, les faisant se lever.
Une fois qu'ils ont atteint un angle de 60 degrés d'inclinaison, les marteaux sont libérés et retombent lourdement sur le matériau à moudre. Chaque marteau exerce une pression de 45 kg. Cela signifie qu'avec 8 marteaux, ce sont 360 kg de pression qui s'abattent à chaque tour. D'après certains écrits, ces machines ne servaient pas seulement à moudre le grain, mais aussi à façonner des pièces de métal, comme nous le faisons aujourd'hui. L'économie de main-d'œuvre est énorme. Au lieu de devoir employer 5 ou 6 maréchaux ferrants utilisant chacun une masse de 5 kg, vous pouviez mettre en œuvre un marteau de 50, voire même 100 kg s'abattant d'une hauteur plus importante, ce qui permettait de façonner des pièces plus grandes. 1 ou 2 ouvriers suffisaient pour superviser le fonctionnement d'une machine de ce genre. Aujourd'hui, on peut trouver de nombreuses roues de moulins à eau à travers les provinces chinoises, nous dévoilant ce que pouvait être le paysage de la Chine impériale. Mais une autre technique est bientôt inventée pour moudre le grain, la meule. Le grain est écrasé par une lourde pierre en rotation. C'est une technique déjà éprouvée, mais qui va être largement améliorée par les Chinois antiques. Pour la première fois, plusieurs meules sont mises en œuvre. Là encore, c'est grâce à l'énergie hydraulique que le mécanisme est mis en branle. Mais cette fois, elle va permettre, grâce à une succession d'engrenages et d'arbres de transmission, la rotation de 9 meules de 2 tonnes chacune. Il s'agit encore une fois d'une prouesse technique. Son inventeur a conçu un système transférant l'énergie hydraulique via un engrenage perpendiculaire. Vous avez une grande roue reliée à un arbre de transmission sur lequel sont fixées plusieurs roues crantées qui vont transférer l'énergie. Elles sont en contact avec d'autres roues crantées placées à 90 degrés autour des meules qui entraînent un mouvement contra-rotatif et permettent la mise en mouvement de plusieurs rangs. Nous sommes nombreux à penser que les anciennes civilisations ne disposaient d'aucune machine. Mais est-ce une certitude? Des découvertes récentes remettent cette hypothèse en doute et nous font voir l'histoire sous un autre angle. Certaines d'entre elles nous conduiront peut-être à réécrire des pages entières de nos encyclopédies. Alors que l'Europe traverse l'âge des ténèbres, la Chine impériale atteint son apogée. Nous commençons à peine à découvrir à quel point notre ère industrielle a pu être influencée par les inventions avant-gardistes des érudits de l'Empire du Milieu. Imaginez de véritables chaînes de montage automatiques. Des machines capables de détecter les tremblements de terre ou des puits de forage puisant de l'eau salée dans les nappes aquifères. Imaginez également une gigantesque horloge capable d'indiquer les minutes, l'heure, la date, mais aussi la position des étoiles dans le ciel. Et imaginez enfin des forges au rendement comparable aux usines de métallurgie moderne. Certaines de ces machines sont si complexes que leur fonctionnement est resté longtemps un mystère. En ces temps-là, la Chine était une nation de première importance, bien plus évoluée que l'Europe médiévale. Les Chinois ont mis sur pied des chaînes de montage à grande échelle, érigeant ainsi les fondements de l'industrialisation. Mais comment la Chine a-t-elle pu connaître une telle avancée technologique? Et qui étaient les précurseurs ayant imaginé de telles machines? On a découvert dans d'anciens manuscrits la description détaillée d'un appareil étonnant. Une machine permettant de détecter et de localiser à distance les tremblements de terre, le sismoscope.
Il a été imaginé et construit pendant le IIe siècle après Jésus-Christ par Zhang Heng, un des plus grands inventeurs chinois, rivalisant de génie avec d'illustres occidentaux comme Archimède ou Léonard de Vinci. Le plus surprenant est qu'il faudra attendre près de 2000 ans avant qu'il n'y ait d'autres avancées significatives en sismologie. L'observation des tremblements de terre remonte bien plus loin qu'on pourrait le croire. Les Chinois ont été les premiers à étudier ce sujet de très près, bien avant les Occidentaux. De nos jours, les installations modernes, comme le centre sismologique de Beijing, font appel à la technologie numérique pour documenter la plus infime secousse sismique. Mais à l'époque de la Chine antique, le sismoscope revêtait une importance capitale. Les distances entre les villes étaient considérables. Comment être prévenu rapidement qu'une région avait été frappée par un tremblement de terre? Grâce à l'appareil de Zhang Heng. Il s'agissait d'une sphère en bronze massif qui devait mesurer environ 2 mètres de diamètre. Tout le tour de cet appareil imposant était orné de 9 dragons sculptés, regardant vers l'extérieur. Chacun tenait une boule dans sa gueule. Lorsqu'une secousse sismique l'atteignait, l'onde actionnait le mécanisme interne du sismoscope et faisait tomber l'une des boules dans la gueule d'une grenouille, indiquant ainsi la provenance du séisme. Au cœur de cette sphère magnifiquement ornée se cache un mécanisme rivalisant d'ingéniosité avec les machines modernes. Lorsqu'un séisme survenait, même à grande distance, l'onde de choc se répercutait à grande vitesse dans la croûte terrestre et finissait par atteindre le sismoscope. À l'intérieur se trouve une longue tige verticale maintenue en équilibre par un contrepoids. Un système que l'on appelle pendule inversé. Le sismographe fonctionnait grâce à un pendule inversé. En se balançant dans l'une des 9 directions possibles, il finissait par toucher l'une des boules qu'il faisait alors tomber de son support. De cette façon, on pouvait avoir la provenance de l'onde de choc et localiser l'épicentre du séisme. Le pendule inversé est un système ingénieux. Il reste parfaitement immobile jusqu'à ce qu'une onde de choc vienne le mettre en mouvement. Ce mécanisme est en quelque sorte l'ancêtre des horloges à pendule de nos grands-mères. La seule différence est que le balancier était disposé dans l'autre sens. Le point de pivot se situait vers le bas et le contrepoids vers le haut. Le sismoscope est loin d'être la seule invention avant-gardiste des génies de la Chine impériale. Ils sont aussi à l'origine d'une machine devenue très courante de nos jours. Le puits de forage. Aujourd'hui, il paraît évident que cette civilisation a joué un rôle de pionnier dans l'extraction des énergies fossiles. Le plus étonnant est que la méthode employée il y a 2000 ans est très proche de celle utilisée de nos jours. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a 2 millénaires, les Chinois avaient mis en place des puits de forage de sel. La taille des tours de forage de l'époque était impressionnante, même comparée à celle en activité de nos jours. Elle pouvait mesurer plus de 60 mètres de haut. Le paysage de certaines régions de la Chine avait probablement déjà des allures de Texas. Par chance, un certain nombre d'entre elles ont très bien résisté aux assauts du temps. Elles permettent aux chercheurs d'étudier de près les pièces utilisées lors de la mise en œuvre de ces géants. L'édifice était réalisé en bambou, solidement liés entre eux. Les ouvriers se trouvaient sur une plateforme en bois et faisaient s'abattre la tête de forage en fer grâce à un bras de levier. Le principe de fonctionnement était similaire à celui d'un perforateur moderne. Contrairement aux puits actuels, les éléments de forage ne tournaient pas, mais venaient percuter la roche à traverser. Comme l'or, l'argent ou le bronze. Mais le plus étonnant est que chaque pièce a été forgée individuellement. Cela revenait à façonner à la main, un à un, chaque élément d'un puzzle de plus de 3500 pièces sans pouvoir s'assurer que l'une s'assemblerait avec l'autre
avant que le projet ne soit totalement achevé. Mais au final, le résultat s'avère parfait. L'assemblage a été réalisé grâce à la soudure. Cette technique consiste à joindre deux pièces de métal en appliquant un autre métal en fusion. De nos jours, c'est une pratique plus que courante. Mais à l'époque, comment était-ce possible? La soudure de certains matériaux demande des techniques très particulières et du matériel de pointe. Le fait que les Chinois antiques aient pu souder des plaques de bronze ensemble démontre leur maîtrise des propriétés des métaux et leur avancée technologique considérable en matière de production de chaleur. Le damasquinage était également employé. Ce procédé consiste à emboîter deux pièces de métal l'une dans l'autre. Encore une technique que les métallurgistes de la Chine antique maîtrisaient. Les Occidentaux mettront des siècles avant d'employer ces procédés. Ces chariots de bronze font preuve d'un niveau de connaissance technique sans précédent, qui ne sera jamais égalé par les dynasties suivantes. À ce jour, ces chariots demeurent les pièces de bronze les plus importantes jamais découvertes dans toute l'histoire de l'archéologie. Et pourtant, au sein de ce tumulus, vieux de 22 siècles, il existe des œuvres bien plus impressionnantes sur le plan technique. Chaque soldat de la garde impériale était armé. Les archéologues en charge de ce site ont mis au jour tout un arsenal incluant des fers de lance, des carreaux d'arbalète, des mécanismes de détente, des lames de hallebarde de 3 mètres et des épées de 90 cm toujours tranchantes comme des rasoirs. Ce nombre incroyable d'armes traduit à lui seul la taille des usines qui les produisaient, ainsi que l'efficacité de leur rendement comparable à celui d'un centre de production moderne. Chaque arme a été minutieusement fondue dans des moules, puis ornée, sculptée, aiguisée et polie. Mais derrière ces armes se cache un incroyable secret de fabrication. Comment des lames vieilles de plus de 2 millénaires peuvent-elles avoir gardé leur éclat? Comment ont-elles pu conserver leur solidité et leur tranchant après tout ce temps passé sous terre? Grâce à des moyens d'analyse à la pointe du progrès, les archéologues pensent avoir découvert la réponse. Les lames sont recouvertes d'une fine particule grise foncée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'agirait d'oxyde de chrome, un métal faisant barrière à la corrosion que l'Occident ne découvrira que bien plus tard. Il s'agissait d'une couche d'oxyde de chrome. Ça signifie que pendant la dynastie des Qin, on avait déjà compris comment l'utiliser. En Occident, on a commencé à exploiter le chrome qu'en 1930, en Allemagne, et en 1950 aux États-Unis. La Chine impériale avait près de 2000 ans d'avance. Les fouilles du tumulus du premier empereur de Chine sont loin d'être achevées. Quelle autre surprise nous attend? Quelle autre innovation technique reste à découvrir? Si les armes sont des pièces déjà impressionnantes, les soldats de l'armée de terre cuite ne le sont pas moins, et leur conception demeure mystérieuse. Comment a-t-on pu produire une telle quantité de figurines plus grandes que nature, réalisées avec un tel souci du détail le plus infime? Il s'agit en tout cas de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. La fabrication des soldats de terre cuite démontre que la Chine antique était une société semi-industrielle. On estime qu'il a fallu réunir 700 000 ouvriers et consacrer 10 années de travail, peut-être même plus, uniquement pour la réalisation de l'armée. Mais cette armée de terre cuite n'est que la partie visible de l'iceberg. Si l'on en croit les textes anciens, le tombeau de l'empereur lui-même serait la réplique d'un temple au plafond constellé de pierres précieuses, s'il a résisté au pillage. La ville de Lingtong, non loin du site archéologique, a été choisie pour abriter la réplique réalisée à l'ancienne de cette armée fictive.
C'est une tâche difficile à réaliser, même aujourd'hui. Alors imaginez ce que ça devait être il y a 2000 ans. La fabrication d'un seul de ces soldats devait prendre une vingtaine de jours environ. Le corps de chaque soldat est fait d'argile sur laquelle sont ensuite sculptés tous les détails avec une grande minutie, comme les armures ou les expressions faciales, toujours différentes. Ces travaux de reconstitution ont apporté une conclusion effarante. Il a fallu près de 150 kg d'argile pour façonner chaque soldat. Au total, pour obtenir les 8000 guerriers de cette armée, il aura donc fallu près de 1200 tonnes de matériaux. Aucun four n'a été découvert jusqu'à ce jour près du site. La cuisson de l'argile reste donc une énigme. Certains chercheurs avancent que chaque statue était enduite d'une couche de boue, grâce à un four à céramique délivrant une chaleur pouvant atteindre les 1000 degrés. Il a certainement fallu de très grands fours pour arriver à une telle capacité de production. Hélas, nous n'en avons découvert aucun. Une fois que la température a atteint son maximum, l'enduit commence à se craqueler et à laisser l'air chaud s'introduire pour cuire l'argile. Une fois la couche de boue retirée, le résultat est saisissant et démontre encore une fois le haut degré de technicité atteint dans de multiples domaines il y a plus de 2 millénaires par la Chine impériale. Qui sait quelle autre surprise attendent les archéologues au cœur de ce tombeau? La dynastie des Song a vu naître bien des inventions et des jets de meules. C'est un système ingénieux, au rendement quasi industriel. Là encore, la technologie employée dans la mise en œuvre de cette machine ne sera pas exploitée en Occident avant des siècles. Ces hommes étaient, pour ainsi dire, les précurseurs de la révolution industrielle. Ces machines avaient un rendement comparable à celui de nos usines modernes. Les inventeurs de la Chine impériale maîtrisaient parfaitement les systèmes d'engrenage. Et il existe une autre preuve de leur connaissance des principes de la mécanique. De magnifiques anneaux de jade ont été découverts dans des tombeaux datant de l'an 400 avant Jésus-Christ. Leurs gravures ont longtemps intrigué les chercheurs. Après avoir étudié de près leurs dessins, les archéologues ont estimé que la seule façon d'arriver à une telle précision était d'utiliser un outil complexe. En l'occurrence, il s'agissait d'un appareil synchronisant un mouvement linéaire avec une rotation. Cela signifie que pendant qu'un plateau faisait tourner l'anneau à graver, un ciseau monté sur un axe gravait un motif impossible à réaliser à main levée. Richard Windley, qui voue une véritable passion aux inventions de la Chine antique, a recréé un exemplaire d'un de ces outils de haute précision. Afin de produire ce type de courbe, il fallait une machine capable à la fois de faire tourner le support et de faire avancer le ciseau de façon linéaire. C'est ce que nous appelons un outil combiné. J'en ai réalisé un modèle réduit pour démontrer son principe de fonctionnement. Il s'agit d'un plateau pivotant sur lequel on passe l'anneau à graver. Il est surmonté d'un axe linéaire qui le traverse. C'est sur cet axe que j'ai fixé la pointe qui va dessiner les spirales. En le déplaçant d'avant en arrière, je fais tourner le plateau. La pointe, qui est en appui contre le support, dessine alors une figure géométrique qu'on appelle spirale d'Archimède. Ceci n'est possible qu'en ayant synchronisé de façon très précise le mouvement de rotation et la translation verticale du bras. En appliquant le mouvement de va-et-vient, l'axe sur lequel est fixée la pointe entraîne la rotation d'une poulie placée sous le plateau grâce à une ficelle dissimulée dans le châssis de l'appareil. Les deux mouvements sont donc parfaitement synchronisés. Après plusieurs passages, on obtient une spirale parfaite sur le support à graver. Je vais maintenant enduire la pointe de bambou d'un peu d'encre. Le nombre de sillons varie en fonction des anneaux.
Dans mon cas, il y en a 8. Je vais donc répéter l'opération 8 fois et je devrais obtenir une spirale parfaite. Nous savons maintenant que ce type d'appareil a été utilisé pour graver le jade grâce à une pointe ornée d'un diamant. Pendant des milliers d'années, les innovations technologiques de la Chine impériale se sont transmises à l'Occident via l'Asie centrale et le Proche-Orient par la route de la soie. Mais il existe une découverte archéologique majeure qui laisse entrevoir l'impressionnante productivité de l'Empire du Milieu. Quelque chose qui a été mis au jour il y a une trentaine d'années seulement est classé 8e merveille du monde par l'UNESCO. Bien des chefs-d'œuvre de notre histoire n'ont pas survécu aux assauts du temps. Mais par chance, nous découvrons encore des pièces intactes, démontrant de façon irréfutable le haut degré de technicité atteint par des anciennes civilisations. L'extraordinaire armée de terre cuite du premier empereur en est un exemple flagrant. Située en plein cœur de la Chine, à 1200 km à l'ouest de Shanghai, elle reposait dans un tumulus gigantesque depuis 2 millénaires. La découverte de ce tumulus et l'excavation de cette armée est l'un des plus grands événements archéologiques de l'histoire, au moins aussi important que celle des pyramides de Gizeh. Il y a beaucoup d'autres tombeaux en Chine, mais aucun n'est aussi vaste. Cette armée composée de 8000 hommes, d'une qualité de réalisation exceptionnelle, sert de garde rapprochée à la dépouille de l'empereur Qin Shi Huangdi. Le plus étonnant est que tous ces soldats sont munis de véritables armes de bronze, plus de 10 000 en tout, encore parfaitement fonctionnelles. Il s'agit manifestement des mêmes armes que celles utilisées sur les champs de bataille à l'époque. Plus de 2000 ans plus tard, ces armes gardaient toute leur efficacité. Mais ce qui intrigue davantage les chercheurs, c'est que tous ces guerriers, ainsi que les armures et les armes qu'ils portent, ont été produits dans les forges de la Chine impériale de façon industrielle. Comment les ouvriers de l'époque ont-ils pu produire ne serait-ce que 8000 soldats dans les moindres détails? Et quelle technologie a été utilisée pour créer des armures et des armes aussi complexes? Chaque soldat a été sculpté, peint et verni séparément, grâce à des techniques de production qui ne seront exploitées en Europe qu'à partir du XVIIIe siècle. La superficie occupée par ce mausolée, 56 km², laisse songeur. Aujourd'hui, plus de 30 ans après sa découverte, on sait qu'il renferme encore bien des trésors. L'une des découvertes les plus étonnantes faites dans ce tumulus est une série de chars. Ces véhicules grandeur nature devaient accompagner l'empereur dans son voyage vers l'au-delà. En y regardant de plus près, on ne peut que constater le souci du détail et l'immense soin apporté à la réalisation de ces reproductions. Cet ouvrage a posé les jalons des nouveaux standards de la production métallurgique. Les chars de bronze représentent à eux seuls le plus grand chef-d'œuvre de toute l'histoire de la métallurgie chinoise antique. Ces deux œuvres sont composées de plus de 3000 pièces. Chacune a été forgée individuellement et assemblée par la suite. Ces deux chariots sont faits de 3642 pièces de différents métaux. La tige de forage, reliée à un câble fait de fibres de bambou, était ensuite remontée à la force de plusieurs bœufs attelés à une roue. Les inventeurs de ce système sont allés jusqu'à développer des trépans de toutes sortes afin de s'adapter aux différentes caractéristiques géologiques de chaque site de forage. Grâce à ce système,
il devenait possible d'aller puiser l'eau dans les strates les plus profondes, où elle était le plus saturée en sel. Après extraction, l'eau provenant de l'aquifère était acheminée via un réseau de conduites vers un autre site où elle était bouillie. Le sel était ainsi récolté et revendu à prix d'or. Mais c'est avec la dynastie Song, au tournant du premier millénaire, que la pré-industrialisation a atteint son zénith en Chine. Des machines colossales sont inventées, à des échelles qui resteront inégalées en Occident pendant plus de 1000 ans. Les méthodes de production imaginées par les Chinois sont très proches de celles encore appliquées de nos jours. C'est également à cette période que les premiers systèmes de production à la chaîne sont mis en place, ouvrant la voie des siècles plus tard à la révolution industrielle. Le règne des Song a duré de l'an 960 à 1279 après Jésus-Christ. La dynastie a d'abord gouverné le nord de la Chine jusqu'en 1127, puis le sud. Elle a vu naître un véritable essor économique, artistique et intellectuel. Durant cette période, plusieurs inventions majeures ont vu le jour. La fabrication du papier, l'imprimerie, la boussole ou la poudre à canon sous sa première forme. Autant d'innovations qui ont conquis le monde et changé sa face à tout jamais. Mais l'une des inventions nées au cours de l'Empire Song et qui laissera le plus son empreinte dans l'histoire est le simple mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois, la poudre noire. Elle va non seulement révolutionner l'armement et la guerre, mais aussi conduire à l'invention des moteurs fusées, une étape essentielle à la conquête de l'espace par l'homme. Mais cette période est également marquée par des innovations en matière de production, en particulier dans celle du fer. Dans la province de Shantung, une découverte récente nous a permis de dévoiler l'importance de la production métallurgique de la Chine antique. Il s'agit des ruines d'une forge datant de la dynastie Song. Le plus étonnant, c'est que cette forge aurait été en mesure d'avoir un rendement considérable, inégalé jusqu'à l'ère industrielle, ce qui sous-entend une grande maîtrise des propriétés des métaux. Afin de produire à une telle échelle, les ouvriers devaient constamment maintenir un important volume de fer à l'état liquide et à très haute température afin qu'il puisse être versé dans les moules, comme c'est encore le cas aujourd'hui. L'une des façons de maintenir la température d'un haut fourneau est d'y insuffler de l'air, comme on le fait en soufflant sur les braises d'un barbecue. De nos jours, les sites de production emploient des pompes à air électriques. Mais comment les ouvriers de la Chine antique parvenaient-ils à ventiler suffisamment leurs forges pour les alimenter? La réponse, les archéologues l'ont découverte par hasard en mettant à jour ce qui semble être un soufflet automatisé. Cette machine était mise en œuvre par une source d'énergie déjà éprouvée, l'eau. Tout porte à croire que le feu était alimenté sans que l'homme n'ait eu à intervenir, de façon totalement autonome. Pour arriver à maintenir la température de fusion de l'air, il faut un flux régulier et important d'air. Il n'est pas nécessaire de l'insuffler à haute pression, mais il faut un débit constant. Les Chinois se seraient tout simplement basés sur le principe du moulin à eau, en y reliant un système qui activait un soufflet et produisait ainsi un flux d'air régulier. Le docteur Geraint Owen, conférencier à l'université de Bath, en Angleterre, est expert en mécanique et en ingénierie.
Pour activer un soufflet à partir d'un moulin à eau, on peut utiliser un mécanisme comme celui-ci, muni d'un axe central et d'un point de pivot décentré, s'articulant avec une bielle. Le moulin à eau fait tourner le vilebrequin sur lui-même et entraîne, grâce au point de pivot excentré de la bielle, un mouvement linéaire qui va appliquer au soufflet une translation en va-et-vient continu. Ce mécanisme, très proche du piston, fonctionne à l'inverse d'un moteur à explosion ou à vapeur. Dans ce cas, la roue du moulin fait tourner le vilebrequin, alors que dans un moteur à vapeur, c'est le vilebrequin qui fait tourner la roue. Grâce à leur compréhension des principes fondamentaux de la mécanique, les Chinois antiques étaient en mesure de maintenir la température de fusion du fer. Mais ce système est loin d'être le seul mécanisme révolutionnaire mis au point avec des siècles d'avance. La dynastie Song a également vu naître les premières productions de masse et des machines particulièrement sophistiquées qui poseront les jalons de la mécanique moderne. L'une d'entre elles est l'ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui l'odomètre. Un odomètre est un appareil permettant de mesurer les distances parcourues, comme le totaliseur kilométrique que l'on trouve sur le tableau de bord des voitures. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette machine repose sur un principe proche de la boîte de vitesse. Cet objet étonnant accompagnait les troupes en marche. Tous les 500 mètres, les deux figurines placées de chaque côté abattaient leur bâton et faisaient retentir le tambour. Il s'agit ici d'une reproduction à échelle réduite de cette invention. Si l'on en croit les textes anciens, ce chariot était en réalité beaucoup plus grand. Ceci n'en est qu'un modèle réduit. À l'intérieur, on découvre un engrenage entraîné par la roue du chariot. Il s'agit